C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Et en ce dimanche matin, l'ensemble des quotidiens israéliens et des sites d'information reprennent, et c'est tout à fait impressionnant, le scoop du Yediot Aharonot que nous mentionnions vendredi en ouverture de la revue de la presse. Il s'agit de cet éditorial rédigé pour la première fois dans les colonnes d'un quotidien israélien de l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis, Youssouf El Obaïdeh, à Washington. Un éditorial qui a suscité, il faut l'avouer, de très nombreuses réactions et de nombreux commentaires. Je vous rappelle que dans cet édito, l'ambassadeur, qui a également le rang de ministre dans son pays, mettait en garde Israël face aux répercussions d'une démarche unilatérale de souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain et sur une partie de la Judée et de la Samarie, une démarche qui aurait des répercussions difficiles sur les relations entre Israël et certains pays arabes modérés. Ce sera soit l'annexion, soit la normalisation, avait-il écrit. À la suite de cet éditorial, le Yediot Aharonot cite en manchette ce matin plusieurs ministres israéliens qui affirment qu'il faut tenir compte de ces avertissements et qu'il faut tenter de parvenir à des arrangements régionaux plutôt que de se lancer dans une démarche unilatérale. Amir Peretz est l'un de ces ministres. Il s'agit du ministre de l'économie et président du Parti travailliste qui a affirmé, après avoir lu l'éditorial de Youssouf El Obaïdeh, qu'imposer la souveraineté israélienne de manière unilatérale serait une erreur et un geste irresponsable de la part de l'État d'Israël. Par contre, le ministre Likoud Tzachi Hanegbi, proche de Binyamin Netanyahou, a déclaré que contrairement aux Palestiniens, Israël ne ratera pas d'occasion historique d'instaurer sa souveraineté israélienne sur les terres ancestrales de son histoire. Fin de citation. Le Yediot précise que l'éditorial a également suscité des réactions dans la communauté internationale. Des extraits de cet édito ont été publiés dans le New York Times et des dizaines de médias étrangers ont publié l'intégralité de ce texte. Le Yediot Aharonot précise en effet enfin que l'autorité palestinienne, elle, s'est bien gardée de réagir à l'éditorial de l'ambassadeur. Dans le Yediot Aharonot, toujours, Shimrit Meir, qui est la nouvelle spécialiste du monde arabe du quotidien israélien, qui par ailleurs s'est fait interviewer dans le supplément de Shabbat du Makor Rishon, écrit ce matin que l'appel lancé par l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis à Washington a fait sortir les relations entre Israël et les Émirats de l'ombre. Les Palestiniens, justement, ne l'ont pas apprécié car selon eux, il s'agit là d'une démarche sophistiquée de la part des Émirats Arabes Unis pour relever leurs relations avec Israël sur le dos de la cause palestinienne. Smadar Peri, qui fut pendant des décennies la spécialiste du monde arabe du Yediot Aharonot, avant justement de céder sa place à Shimrit Meir, rappelle ce matin toujours en première page de son journal que l'ambassadeur El Obaïdeh était le seul ambassadeur d'un pays arabe qui n'entretient pas de relations officielles avec Israël, qui était présent fin janvier lors de la présentation du plan Trump à la Maison-Blanche. Et ceux qui ont assisté à cette cérémonie, comme Binyamin Netanyahou, se souviennent qu'il s'était comporté alors comme un jeune marié le jour de son mariage. L'ancien général Giora Highland admet qu'il était bon de profiter de la fenêtre d'opportunité offerte par le président Trump pour instaurer la souveraineté israélienne, mais, précise-t-il, depuis le mois de janvier dernier, beaucoup de choses ont changé dans la région. C'est pourquoi il convient d'être prudent et d'attendre avant d'aller au bout de cette initiative. Dans le Maariv, Kalman Lipskind écrit dans une analyse détaillée que l'instauration de la souveraineté israélienne ressemble de plus en plus à une manœuvre visant à reconnaître de facto par Israël la création d'un État palestinien. Le Maariv cite également ce matin des estimations des responsables de la défense nationale qui affirment que des émeutes palestiniennes en Judée et en Samarie auront des répercussions sur ce qui se passe dans la bande de Gaza. Et certaines déclarations faites hier soir par des responsables de la bande de Gaza du Hamas tendent à prouver qu'ils n'ont pas tort, qu'ils ont même raison dans ce genre d'estimation. Même le Israël Hayom mentionne ce développement en une, mais uniquement à travers un extrait d'un autre éditorial, celui d'Eldad Beck, son correspondant à Berlin, qui répond justement à l'ambassadeur El Obaïdeh. Monsieur l'ambassadeur, après avoir écrit cet éditorial, apprenez s'il vous plaît aux Palestiniens à tirer les leçons de leurs erreurs passées, comme Sadat l'avait fait il y a tant d'années. Prenez votre courage à deux mains et venez à Jérusalem pour dialoguer ouvertement avec les dirigeants israéliens. Vous êtes devenus contre votre gré partie prenante dans le conflit entre Israël et les Palestiniens, alors qu'il n'y a jamais eu la moindre hostilité entre Israël et les Émirats Arabes Unis. Que se serait-il passé si, au lieu de maintenir les Palestiniens dans leur statut de réfugiés dans vos pays, vous leur aviez accordé la nationalité, se demande Eldad Beck ce matin. Mais dans la page suivante, justement après cet éditorial, le Israël Hayom va lui aussi de sa révélation, en affirmant que des diplomates arabes modérés ont fait passer à Abou Mazen un message selon lequel le plan de souveraineté israélienne
sera mise en application jusqu'en septembre, mais de manière limitée et graduellement, et que tant les Américains que les Israéliens sont déterminés à aller de l'avant dans la concrétisation de ce plan. En marge, le Israël Hayom annonce qu'un ministre des Émirats prendra cette semaine la parole lors de la convention annuelle par Zoom du comité israélo-américain, une grande organisation juive américaine. Dans le même ordre d'idées, le Makor Rishon, lui aussi, nous propose dans son édition du vendredi un entretien avec le vice-premier ministre libyen Abed El-Salam El-Bardrahi, dans lequel celui-ci demande à Israël, je le cite, de soutenir la cause syrienne face aux menaces d'Erdogan. Nous n'avons jamais été ennemis et nous ne le serons jamais, affirme donc le vice-premier ministre libyen. Voilà donc pour ce que l'on pouvait dire autour d'éditoriaux et de relations entre Israël et certains pays arabes. Les journaux télévisés d'hier soir et les sites d'information reviennent également sur l'incident qui s'est produit hier à Hebron lorsqu'un groupe de jeunes juifs radicaux ont pris à partie un Palestinien et ont commencé à le rouer de coups, mais c'est alors qu'un soldat de la brigade d'élite Golani est arrivé sur place et sur les caméras de surveillance, on le voit protéger le Palestinien face aux agressions des jeunes juifs. Selon certaines sources, les agresseurs ont même à un moment frappé le soldat lorsque celui-ci protégeait le Palestinien. Le ministre de la Défense Benny Gantz a salué l'attitude du soldat et il a affirmé qu'il avait agi comme on attendait de sa part. Le Israël Hayom consacre ce matin sa manchette à une révélation intéressante sur le conseiller juridique du gouvernement, Avichai Mendelblit. À l'époque de l'enquête sur l'affaire Herpaz, le conseiller Mendelblit avait demandé, c'était en 2016, au procureur de l'État de l'époque, Shai Nitzan, de modifier la raison de la fermeture du dossier de son implication dans cette affaire. Au lieu de fermeture du dossier pour faute de preuves, le conseiller avait demandé à Shai Nitzan de fermer ce dossier pour manque d'accusation, ce qui était pour lui préférable. Shai Nitzan avait refusé. En fait, c'est Ayala Hasson, la très célèbre journaliste, qui a en premier fait cette révélation vendredi soir sur la chaîne 13. Avichai Mendelblit a réagi à ces révélations en affirmant que le refus de Nitzan était formel et que la Cour suprême avait estimé qu'il n'avait pas transgressé la moindre loi dans ce dossier. Pour Yaakov Berdugo tout de même, dans le Israël Hayom, cette révélation doit suffire à contraindre Avichai Mendelblit à démissionner. Et puisque nous parlons du monde de la justice, le Haaretz publie ce matin dans son édition le témoignage d'Arnon Milchan, le fameux milliardaire israélo-américain qui a offert à Binyamin Netanyahou et à son épouse, apparemment, des caisses de champagne et des boîtes de cigares. Milchan explique que Netanyahou avait l'habitude de lui dire que si un jour il chutait, eh bien, c'est le peuple d'Israël qui tomberait aussi et que face à cela, eh bien, l'argent n'avait que très peu d'importance. Fin de citation des propos donc de Binyamin Netanyahou à Arnon Milchan. Tous les quotidiens et les sites d'information soulignent que le nombre de malades du coronavirus continue à augmenter en Israël. 177 nouveaux malades ont été recensés au cours des 24 dernières heures, ce qui porte à 3315 le nombre de malades aujourd'hui en Israël. Et cette augmentation intervient dans un climat tendu au ministère de la Santé autour des accusations portées contre le directeur adjoint du ministère, le professeur Itamar Grotto. Et puis un rappel important pour ceux qui doivent se marier, c'est à partir d'aujourd'hui que l'on peut organiser des mariages ou plus généralement des fêtes avec un maximum de 250 personnes dans les salles de fête. Bien entendu, on souhaite un grand Mazel Tov à tous les nouveaux mariés qui pourront profiter de cette mesure d'allègement qu'ils attendaient depuis plusieurs mois. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita.